Bonjour YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec Alexandre, founder de Kofi. Est-ce que ça va Alexandre? Ça va très bien et toi, enchanté? Super, enchanté de même. Donc je suis ravi de faire cette interview aujourd'hui. On a un super projet qui nous est présenté. Donc en fait c'est une web application semblable à un quotidien qui vous permet d'être au courant de l'ensemble de l'écosystème des crypto-monnaies, le tout mélangé à de l'IA. Et donc voilà, mais je pense que de toute façon tu présenteras mieux le projet que moi. Ouais, du coup, Kofi, dans les grandes lignes, on est une solution de veille, pour l'écosystème crypto et Web3 en général. L'idée, c'est d'agréger. On travaille en fait avec des médias, on va aller récupérer leurs articles, on va aller récupérer de la donnée à plusieurs points et donc on va traiter ça soit avec de la data science classique, soit dans le cas des articles avec de l'IA pour les résumer et gagner en temps de lecture. Et donc ensuite, on compile tout ça dans une édition qui est publiée tous les jours du lundi au vendredi et qui se lit, comme tu l'avais un peu dit, rapidement, donc le temps d'un café. Donc l'idée c'est de pouvoir lire ça en buvant son café le matin dans le métro, à la pause, Ok. que ce soit rapide et efficace. Ok. Et être informé du coup tous les jours de ce qui se passe en quelques minutes. C'est ça, c'est ça. L'idée c'est pas d'essayer de faire de l'info à l'instant T comme peuvent le faire des médias un peu plus traditionnels. Nous, le but c'est de mettre au courant les utilisateurs de ce qui s'est passé sur les dernières 24 heures. Parce que dans le cas où on fait du trading ou des choses comme ça, si on essaie de réagir en direct à une news, le temps que la news sorte, que le média écrive son article, qu'il soit publié, que vous le lisiez, que vous réagissiez, en fait, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, il vaut mieux anticiper par rapport à ce qui s'est passé avant que d'essayer de réagir dans l'instant, quoi, dans ce cadre-là. C'est sûr. Et du coup, comment t'es venue l'idée de créer ce projet? Est-ce que tu as constaté un problème? Donc, tu viens de nous parler précédemment donc, des temps de réaction des médias un peu Ouais. plus classiques. Est-ce que c'était la seule et unique raison ou est-ce qu'il y en a d'autres? Non, en fait, Kofi, c'est un projet que j'ai monté il y a maintenant, ça va faire 2 ans dans quelques mois. Quand j'étais en Erasmus et sur mon temps libre, je faisais un petit peu de trading et donc comme tu disais, c'est un problème que j'avais rencontré. Donc j'ai commencé à faire un proof of concept de Kofi à cette époque-là, avec comme premier média à l'époque le journal du Coin. Et ensuite, ça s'est développé au fur et à mesure. On a une alpha qui est sortie en janvier, la bêta en février, bêta ouverte en février, et ensuite on a lancé le produit en août de l'année dernière. Officiellement sur la partie grand public, sachant qu'on avait déjà des partenariats côté B2B qui s'étaient mis en place. Ok. Donc voilà, au début, j'ai commencé seul. Ensuite, j'ai une première personne qui m'a rejoint, qui m'a permis du coup de prendre la personne qui est devenue aujourd'hui mon associé, Antoine, qui gère maintenant la partie commerciale. Et donc là, on se développe, on commence à travailler à 3-4 sur le projet. Ok, très bien. Kofi, nous, l'idée, c'est de toujours essayer de faire un traitement de l'information qui soit le plus exact possible. C'est notamment pour ça, du coup, qu'on passe par des IA. C'est pour avoir une neutralité dans le résumé qui est fait et pas d'apporter au passage son opinion. Faut savoir que du coup aussi, quand l'édition ne sort pas à heure fixe, elle sort entre 8h et 8h30, parce que du coup, que ce soit moi ou mon associé, on va checker les articles, le contenu qui est mis dedans pour s'assurer que l'IA a bien tourné et n'a pas sorti un article du fond de son chapeau avec des données inventées. Parce que c'est juste une IA, c'est juste de la statistique, quoi. Donc nous, on fait une vérification, on fait aussi une sélection du contenu, c'est-à-dire que je dis n'importe quoi, sur 50 articles, on en sélectionne toujours entre 3 et 6. Donc on sélectionne, nous, moi je travaille dans l'écosystème, donc je vois aussi les sujets du moment, donc ça permet de rester aussi un petit peu à jour et de mettre toujours les sujets les plus pertinents sur le devant de la scène. Il y a aussi une grosse volonté de transparence vis-à-vis des utilisateurs. C'est-à-dire que on explique, en fait, on fait pas mal d'explications sur comment le produit fonctionne. Les données qu'on met, elles sont transparentes, c'est-à-dire que par exemple, on a un module d'analyse Twitter, et contrairement au Fear and Greed qui va juste donner, par exemple, je dis n'importe quoi, un chiffre entre 40 et 60,
Nous, quand on donne nos données Twitter, on met un pie chart, un camembert avec à chaque fois le ratio tweet positif, négatif, neutre, pour vraiment avoir sur l'échantillon que nous, on a une vue un peu plus globale. Surtout, comme je le disais, on est dans le respect utilisateur, c'est-à-dire que on a une totale maîtrise de notre chaîne de valeur. On développe nous-mêmes toute la solution. En fait, on n'est pas une newsletter, on est vraiment une boîte tech. On passe pas par des solutions type Substack ou des choses comme ça qui sont en plus basées aux États-Unis. On self-host nous-mêmes la solution sur nos serveurs qui sont basés en Europe, qu'on gère nous-mêmes. C'est pas de l'infogéré, c'est vraiment dans des data centers où c'est nos machines dedans. On fait pas de revente de données utilisateurs, on fait pas de tracking d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va pas vous coller 12 trillions de cookies. Le seul moyen de savoir, on a un petit compteur qui nous permet de savoir grosso modo le nombre de visites par page, mais ça s'arrête là. Donc voilà, il y a une véritable volonté de respecter le RGPD dans toute sa longueur et l'arrêt Schrems 2 de la CJUE qui, entre guillemets, interdit un peu l'usage de toute solution US. Donc on travaille là-dessus, on essaie toujours de rester dans les clous, même si des fois ça implique des contraintes techniques. Et puis voilà, et ça explique aussi du coup pourquoi Ko-fi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit avant, mais Ko-fi est une solution payante. Côté grand public, on est à 2 euros par mois ou 20 euros par an. Donc, comme je le disais, l'idée, c'est que ça reste aussi un peu le prix d'un café. C'est que ça a un coût qui est modique pour l'utilisateur, mais qui, nous, derrière, nous permet de supporter la charge de l'infrastructure derrière. Sachant que derrière, on propose aussi des solutions pro, que ce soit de l'API, des intégrations, des gestionnaires de licences. On fait pas mal de choses. Ok. Et du coup, tu m'as parlé de trading auparavant, tu faisais du trading. Là, tu viens de me mettre en avant des valeurs qui sont du coup la protection des données utilisateurs, la transparence, etc. Est-ce que tout ça est lié au fait que tu as voulu créer quelque chose dans l'écosystème blockchain et les crypto-monnaies, ou du moins en lien avec cet écosystème? D'où vient cette passion? Est-ce qu'il y a une volonté derrière? La passion, elle est venue un peu par hasard. Moi, je suis quand même assez jeune, hein. Je viens d'avoir 21 ans. Je suis tombé dans les cryptos, j'avais 16 ans, et c'est une communauté, un écosystème qui m'a toujours plu parce que, en fait, comme je le disais avant, tout est transparent, quoi. Que le code is law, tout est transparent. On peut aller voir le code, comment ça fonctionne, etc. Et dès le début, même quand j'allais dans les meetings et des choses comme ça, il n'y avait pas, entre guillemets, de discrimination par rapport à l'âge. Tout le monde prenait tout le monde au sérieux. C'était bienveillant dans toute la longueur et ça continue. Ça se perpétue aujourd'hui. Donc, ça explique aussi pourquoi je suis dans l'écosystème. Et puis, je trouve que les valeurs sur tout ce qui est blockchain, Bitcoin, etc., c'est des valeurs dans lesquelles je me retrouve, d'avoir quelque chose qui soit décentralisé et où il n'y ait pas de pôle de décision unique. Moi, je suis node opérateur, donc je bosse avec des nœuds, à opérer des nœuds, faire voter sur les DAO toute la journée. C'est aussi une partie de ce qui m'a amené là-dedans. Et puis, au final, c'est des technologies qui se développent tellement vite que faut avoir un outil de veille qui puisse tenir la route derrière, quoi. Donc ça explique aussi pourquoi. À la base, c'était un besoin personnel. C'est pas un besoin. Je me suis pas dit tiens, je vais faire le Uber des pierres tombales et puis on verra bien si ça va fonctionner. Donc voilà, c'était un besoin personnel qui s'est révélé être le besoin aussi d'autres personnes. Donc ça a commencé comme ça. Okay. Ouais, on sent de toute façon que les valeurs de la blockchain en général et l'écosystème crypto sont vraiment reportées dans le projet Ko-fi. On voit vraiment oui. Si un jour on doit dévier de ces valeurs, moi je pense que j'arrêterai. Soit j'arrête la boîte, soit je sors parce que c'est pas ce que je veux faire. Et c'est pareil, on fait pas de pub. La pub, c'est une source de revenus pour certains médias, mais ça a des comment dire, des points négatifs de l'autre côté, parce que si le choix éditorial est pas bon, le sponsor il peut dire moi j'arrête de bosser avec vous. Ce que vous avez dit sur les copains, ça me plaît pas. Donc il y a des contraintes et nous on veut pas avoir ces contraintes là.
Donc c'est pour ça, par exemple, tous les articles sponsorisés, ils passent à la trappe. Parce que Ouais, ça n'a rien à faire. Nous, on est là pour informer, on fait pas sandwich, quoi. Donc, ok. c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et même plus que ça, je pense que c'est aussi pour ça qu'on a des clients qui viennent chez nous, quoi. Hmm. Ouais, c'est sûr. Et du coup, si on doit parler plus en profondeur du coup, de Kofi, Mhm. imaginons que du coup, je suis un internaute, j'arrive donc sur le site. Comment ça se passe? Je m'inscris, Alors, je paye un abonnement. déjà, quand tu arrives sur le site, on te présente un peu ce qu'on fait, on te présente les partenaires. Bon, landing page tout à fait classique. Tu as un mode démo qui te permet de voir un peu à quoi ressemble l'édition. Donc, c'est une ancienne édition qu'on a passé en public. Ensuite, tu crées ton compte, tu valides ton mail, etc. On va te demander de t'abonner. Donc, tu as le choix soit de payer en fiat, donc carte bleue, etc., soit de payer en crypto. Donc, on passe par un prestataire qui, je crois, accepte une trentaine de cryptos. Donc, c'est au choix. La seule chose, c'est que si tu payes en crypto, tu n'as pas la redondance d'abonnement. Faut repayer Ouais. chaque mois. Tu n'as pas de débit automatique, quoi. Hmm. Tu payes, ton compte est validé instantanément, tu accèdes à l'édition et à partir de là, donc tu peux lire bien évidemment l'édition du jour. Tous les jours, tu vas recevoir un mail automatique duquel tu peux te désinscrire si tu veux, mais nous on conseille de le laisser, dans lequel qui dit juste l'édition vient d'être publiée et le mail contient un petit bouton qui est en fait un lien à usage unique. Et donc, quand tu vas cliquer sur le bouton, tu vas être connecté automatiquement. Ce qui fait que si tu es dans le métro, que tu n'as pas envie d'aller dans ton gestionnaire de mot de passe ou de taper ton mot de passe, tu as juste à cliquer. Le lien est valable qu'une seule fois, mais ça te permet d'aller lire l'édition. Après, tu peux si tu as une recherche thématique à faire, on a un petit moteur de recherche qui fonctionne par mots-clés. Tu tapes FTX et tu vas avoir tous les articles sur FTX qui vont remonter. Ou tu peux faire une recherche par date. Donc, c'est ce qu'on appelle la time machine. Et donc, tu rentres une date, par exemple le 19 juin 2022. Et donc, tu vas avoir l'édition du 19 juin 2022 avec les données de marché, les articles, les données des réseaux sociaux, etc. Donc voilà. Et derrière, tu peux aussi, à partir de tes réglages, définir si tu veux que du coup les données de marché soient en euros, en dollars, avoir la place de marché référente pour tes prix. Et tu peux aussi activer un module qu'on a implémenté il n'y a pas très longtemps qui s'appelle MyCofeed, dans lequel tu peux définir jusqu'à 10 mots-clés. Et en fait, nous, le matin, on récupère à peu près 50-60 articles, mais on en publie 3 à 6. Hmm. Donc, on s'est dit que c'était dommage que les utilisateurs n'aient pas accès à cette base de connaissances, à cette base de données-là. Donc, en fait, tu vas mettre tes mots-clés et le matin, quand tu vas aller sur l'édition, on va comparer les mots-clés que tu as mis au contenu et au titre des articles. Et s'il y a un article qu'on n'a pas publié pour une raison X ou Y qui remonte et qui contient ces mots-clés-là, on va te mettre le titre et un lien pour aller lire l'article sur le site du partenaire. Donc ça te permettra, tu n'auras pas le résumé de l'article, mais ça te permettra quand même de dire tiens, il y a ce sujet-là qui m'intéresse, ils me l'ont tagué, je vais peut-être aller voir. Sachant que dans tous les cas, pour tous les articles, et c'est aussi un engagement qu'on a auprès de nos partenaires presse, et même nous, au niveau éthique, ça nous semble compliqué de faire sans. Tu as toujours la source, le média, et un lien pour aller lire l'article sur le site du partenaire. Ok. Et du coup, MyCoffee et tous ces éléments de personnalisation sont Ouais. compris dans les 2 euros, alors que C'est c'est ça, des dans ajouts. les 2 euros. Ouais, ouais. Ça, c'est compris. C'est une offre, c'est un package global. On fait pas de tarification par tranche où tu n'as pas accès à telle et telle Ouais. fonctionnalité, sinon il faut payer plus. On n'est pas un fast-food. C'est pas à la carte. On propose déjà une offre qui est abordable et on a envie qu'elle le reste pour tout le Hmm. monde. Moi, j'en ai assez de voir des étudiants qui passent pour s'informer par les réseaux sociaux uniquement et qui se font avoir en tombant dans des scams ou dans des informations parfois douteuses. L'idée, c'est que ce soit accessible à tous. 2 euros, ça nous semble être un prix, déjà, nous, ça nous permet de tourner. Et ça nous semble être un prix, c'est une pièce de 2 Ouais. euros, quoi. C'est accessible. On n'est pas sur du 10 ou du 40 euros par mois Hmm. que certaines solutions peuvent proposer par mois, Ok. voire même plus. Voire même plus. Et justement, en parlant des autres solutions qui sont sur le marché,
Comment vous positionnez, vous, chez Kofi, vis-à-vis des concurrents qui sont du coup plutôt indirects Ouais. dans le cas présent? C'est vrai qu'on n'a pas de concurrent, on n'a pas de concurrent direct qui fait exactement la même chose que nous. On va avoir du coup côté grand public, ça va être les newsletters gratuites ou payantes qui vont passer par des solutions tierces pour faire tourner leur boutique. Donc soit du Substack, soit un média qui utilise du Webflow, du WordPress ou des choses comme ça, qui vont se faire héberger, on ne sait pas trop où. Dans le cas où ils passent par des solutions tierces, il y a de grandes chances que ça tombe aux US ou qu'il y ait des solutions tierces implémentées dedans qui ne soient pas forcément RGPD friendly, qui est de la pub aussi. Nous l'idée, la démarcation, c'est de dire pas de pub. On ne revend pas les données de nos utilisateurs et les données sont en Europe. Les demandes de suppression de données, nous, c'est 3 clics. Donc, de toute manière, les utilisateurs qui sont inactifs au bout de 6 mois, on leur envoie un mail pour leur dire écoutez, votre compte est inactif, on va le shooter. Est-ce que vous voulez le conserver ou pas? Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en place assez récemment, justement dans le but d'être conforme au RGPD. Et puis voilà, parce que tu t'inscris sur une newsletter Substack, tu te désinscris, mais tu n'as rien qui te garantit que derrière, ta donnée, elle est bien supprimée, quoi. Nous, déjà, les données qu'on a sur nos utilisateurs, c'est extrêmement restreint. C'est la seule chose qu'on a sur eux, c'est leur mail, leur leur identifiant chez le prestataire de paiement, s'ils sont passés par le prestataire de paiement Fiat standard. Ça, c'est ce qui nous permet de vérifier leur état d'abonnement. Et c'est tout. Le reste, ça va être des préférences au niveau applicatif. Comme je le disais, la currency euro-dollar, les 10 mots-clés que tu as peut-être rentrés. Et c'est tout. On n'a pas d'historique de connexion des utilisateurs. On garde uniquement la date de dernière connexion. Ce qui nous permet de savoir à peu près quand même combien de personnes se connectent par jour et d'anticiper du coup les pics de charge. Mais ça s'arrête là. On n'a pas vraiment d'historique. Si tu te connectes 3 fois dans la journée, je verrai, pour moi, ça comptera comme une seule connexion, quotidienne, quoi. Je verrai pas que 3 connexions dans mes logs. Donc voilà, on essaie de garder vraiment le minimum syndical d'informations sur les utilisateurs et c'est à peu près tout, quoi. Après, sur les solutions B2B, là, du coup, on entre un peu en concurrence avec du coup les providers de news un peu plus classiques, genre Bloomberg et compagnie. Là, du coup, nous, on propose une approche un peu différente, c'est-à-dire qu'on a 3 produits à destination des professionnels. On va avoir un gestionnaire de licence qui va permettre du coup de gérer un parc d'utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu que chaque utilisateur, chaque employé dans la société s'inscrive indépendamment avec sa carte bleue et fasse éventuellement une note de frais derrière, là, c'est l'employeur qui dit écoutez, je vous prends 100 licences. Donc, bien évidemment, nous, on fait un discount aussi au volume. Et ensuite, derrière, lui, il va être à même de déployer soit en générant les codes à la main, soit en faisant manger un fichier Excel à l'application. Et tous les utilisateurs vont recevoir un code d'activation qui, au moment de payer, ils rentrent leur code d'activation et c'est fini. Ils ont leur compte activé pour 6 mois, 1 an, voire plus. Ensuite, on a une API. Et là, du coup, l'API, ça permet à des sociétés de mettre à disposition notre flux d'informations ou un flux d'informations que eux ils ont configuré. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire je veux des news sur Bitcoin, Ether et Atom, mais je veux aucune news qui mentionne par exemple le nom d'un concurrent. Ça, c'est quelque chose qui est faisable avec notre API. Donc, on a déjà des sociétés comme par exemple Paymium, Ambrosia qui implémentent cette solution-là. Depuis, du coup, Paymium était notre premier client, donc ils l'ont depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et ensuite, on fait des intégrations, ce qu'on appelle des intégrations en dur, c'est-à-dire que il n'y a pas la compétence technique au sein de la société pour intégrer notre produit. Mais nous, en fait, on crée une page sur mesure en fonction du besoin que le client a. Ça peut être une copie conforme de l'édition qu'on a sur le site. À condition bien sûr que ce soit derrière un espace client et que ce soit pas en public, sinon ça n'aurait pas de sens.
Mais donc ça peut être ça peut être des informations, comme je le disais, spécifiques. Et donc en fait, le client, il a juste à rajouter une balise dans son code et la page va s'afficher, quoi. Donc c'est là, de ce côté-là, la charge serveur est 100% de notre côté. Enfin, est beaucoup plus importante de notre côté que si ça passait par une API. Donc, tous ces éléments font que vous vous différenciez d'une newsletter classique. Voilà, c'est ça. C'est ça. On se positionne vraiment comme une solution complète de A à Z. Et voilà, comme je le disais, on n'est pas une newsletter, donc vous ne recevez pas le contenu par mail, c'est vraiment une application à part entière. Et on n'a pas vocation à envoyer le contenu par mail, parce que le support mail est, à mon avis, à mon humble avis, pas fait pour ça. Donc voilà. Okay. Derrière, après, pour les professionnels, comme je le disais, il y a d'autres solutions et on essaie vraiment de trouver un juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que quand on fait une fonctionnalité pour les pros, on voit si on peut l'apporter côté grand public, et quand on fait une solution côté grand public, on voit si on peut l'apporter pour les pros, quoi. Ok. Et du coup, il y a quelque chose qui m'interpelle dans l'ensemble, c'est que tu as une réelle volonté de protéger les utilisateurs, de protéger leurs données. Est-ce que ça va de pair avec créer une communauté? Est-ce que derrière, il y a une ambition de créer une communauté autour du projet Coffee? Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on a commencé à réfléchir. On a commencé à POC des choses en interne. Il y a en effet une volonté de monter une communauté Coffee, mais on voit pas ça comme une finalité. On voit pas ça comme une finalité. On voit plus ça comme quelque chose où des gens pourraient venir se regrouper pour discuter, par exemple sur un serveur Discord ou des choses comme ça, venir discuter de l'actualité, discuter un peu de technique, parce que comme je le disais, nous on a une réelle expertise technique et une maîtrise de notre chaîne de valeur sur pas mal de choses. Donc et puis surtout le produit se développe avec les utilisateurs aussi, hein. On essaie d'être les plus accessibles les plus accessibles possibles. Enfin, nos clients pourraient te le dire, dans tous les mails que tu reçois le matin, il y a en gros au-dessus du bouton se connecter. Si vous avez un problème ou une question, écrivez-nous à contact@coffee.finance. Sur le site, il y a un numéro de téléphone, il y a une hotline, support technique, demande commerciale, demande comptable. On est joignable par téléphone, on est joignable par Twitter. On essaie vraiment d'être au plus proche de notre, je sais pas si on pourrait dire de notre communauté, parce qu'on n'interagit pas vraiment particulièrement avec eux, mais à chaque fois qu'on a eu l'occasion de travailler avec eux sur des sujets, ça a toujours abouti à de nouvelles fonctionnalités, à des retours constructifs sur l'application, bref, à du positif, quoi. Ok. Et du coup, pour changer légèrement de sujet, je voudrais revenir sur l'importance des partenaires médias. Tu m'en as parlé à plusieurs reprises. Ouais. Quelle est l'importance et l'impact des médias actuels sur Coffee? Nous, aujourd'hui, comme je te l'ai dit, on travaille avec une bonne dizaine de médias francophones et on commence à s'internationaliser. Aujourd'hui, on a les principaux médias français, Cryptost, Journal du Coin, Coin Tribune, Coin Télégraphe France. Enfin, je ne vais pas tous les faire, mais on en a. Là, de toute façon, ils sont tous disponibles sur notre site. Donc, on travaille avec ces médias-là main dans la main. Ce qu'on leur propose, c'est une visibilité supplémentaire pour les petits médias qu'ils n'auraient pas forcément s'ils restaient seuls dans leur coin. Pour les médias préexistants, ça leur permet d'aller chercher une cible de personnes qui ne les connaîtraient pas encore. Je pense par exemple à CoinActu Crypto ou Bean Crypto, même si c'est un très gros média. C'est des médias qui, quand on demande à quelqu'un de l'écosystème en France, il va dire les trois médias que je regarde, c'est Journal du Coin, Crypto, c'était peut-être Coin Tribune. Tu vois. Je dis n'importe quoi, mais ça permet d'ouvrir un peu aussi l'horizon des lecteurs. Et on a une réelle volonté aussi d'aller à l'international. On est en train de travailler pour aller du côté de l'Italie. Côté Italie, côté Suisse, et on commence à les regarder du côté de l'Asie, notamment avec le Japon où ils ont pas mal de médias spécialisés là-bas. Donc ça permet aussi d'avoir des news en décalé, vu qu'ils sont pas sur le même fuseau horaire. Ça permet d'avoir des news
Des news qu'on n'aurait pas nous, parce qu'ils n'ont pas non plus le même point de vue sur les événements qui peuvent se passer en Europe ou aux US. Donc ça reste intéressant malgré tout, et c'est des choses qu'une personne de l'écosystème francophone, enfin, ou du moins en France, irait pas forcément vérifier. Enfin, je veux dire, à ma connaissance, personne va aller regarder un média Ouais, crypto japonais où c'est ça, c'est écrit en sûr. japonais, quoi. Nous, l'avantage de travailler avec Lumia, qui fait du traitement de texte, et qu'on a justement fine-tune pour ça, et du traitement d'articles en particulier, bah, c'est que c'est international, quoi. Donc on lui donne l'article en japonais, on lui dit tu nous le résumes en français, et derrière on a un résumé plus ou moins exploitable, paramètres ajustés bien évidemment, mais ça permet d'avoir quand même quelque chose d'utilisable, quoi. Ok. C'est sûr que les résumés, les articles complets seront un peu moins lisibles pour un média japonais que pour un Mm. média francophone, mais voilà. Et puis surtout pour les médias, on leur propose, enfin, on essaie de se mettre en partenaire de confiance, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, bah, on n'impacte pas votre référencement Google News parce que du coup l'édition n'est pas accessible depuis le web, depuis Google. Enfin, pas directement, il faut s'inscrire, il faut payer, etc. Mm. Donc le Googlebot ne peut pas passer par là. Et puis derrière, bah, on dit que l'article vient de chez eux, on fait un backlink vers leur article traqué. Donc, à chaque fois que quelqu'un clique dessus, ça incrémente un petit compteur. Donc, nous, on peut savoir combien de personnes ont été voir ce type de contenu. Et derrière, aux médias, dire, bon, bah, on vous a fait tant de Ouais. visites sur le trimestre, sur l'année. Ça leur permet eux aussi d'avoir quelques chiffres, quoi. Ok. Ouais. Et de voir l'impact qu'a Kofi sur leur C'est métier. ça, même si aujourd'hui, c'est un impact côté grand public, enfin, sur la solution grand public, c'est un impact qui est intéressant, mais qui reste assez petit comparé à d'autres, quoi. Ok. Du coup, tu m'as parlé de l'ajout de fonctionnalités au fur et à mesure du Ouais. temps avec MyCoFeed. Est-ce que vous avez des objectifs proches concernant, par exemple, de potentielles nouvelles fonctionnalités, des nouveaux développements? Ouais. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'on veut Mhm. garder la primeur de la news quand on le sortira. Mais aujourd'hui, du coup, Kofi, c'est une solution que j'ai montée quasiment côté technique intégralement seul. J'ai Mhm. 2 personnes qui m'ont donné un coup de main, dont une maintenant qui travaille avec nous sur la partie dev. Donc moi, aujourd'hui, j'essaie de ne plus gérer que la partie infra. Donc, même si la partie infra était bien montée, j'aimerais partir sur un peu plus de résilience. Donc, dans les prochains mois, on va mettre en place des choses pour que absorber de nouveaux utilisateurs, ce soit un peu plus simple, ça nous prenne moins de temps, ça nous prenne plus 2 heures, mais 10 minutes. Mhm. Niveau résilience, on a récemment mis en place des backups externalisés en Europe sur plusieurs points. Donc, ça nous permet, si demain notre serveur brûle, ce qui est arrivé à quelques sociétés il y a pas très longtemps, on peut remonter une infra en moins d'une demi-journée, quoi. Donc, on essaie vraiment d'augmenter cette résilience et d'avoir une stack technique à la fois côté code et côté produit, donc côté code et côté infra, qui soit la plus clean, la plus propre possible, pour que derrière, demain, si la société est amenée à grandir et que des personnes nous rejoignent, ce soit pas la croix et la bannière pour reprendre en main la stack technique. Ok. Et Et- derrière, niveau fonctionnalité, bon, bah, bien évidemment, on continue de bosser sur des ouais. choses derrière le rideau, et de préparer des choses pour la rentrée, pour la fin de l'année. On est en discussion avec des médias. Donc voilà, c'est des choses, c'est du travail qui se fait dans l'ombre, mais qui derrière impacte directement le produit, à la fois côté grand public et côté société. Ok. Et pour finir cette interview, du coup, là, on vient de voir un peu les objectifs qui étaient proches. Si tu devais te projeter sur 4, 5 ans, 6 ans, quelle serait ta J'ai vision du pas, projet? Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, mais déjà, si on pouvait faire grandir la société, passer à une dizaine de personnes qui travaillent avec nous, qu'on puisse avoir des médias vraiment dans chaque région du monde, ce serait déjà incroyable. Et puis surtout, asseoir aussi un peu notre place et notre expertise sur le marché actuel, parce qu'on commence à grignoter un peu le marché par des petits bouts, par des petites sociétés, des plus grosses, des choses comme ça.
on essaie vraiment de se développer de manière naturelle. On n'envisage pas aujourd'hui, par exemple, de lever des fonds, parce que pour moi, ça n'a pas de sens, surtout sur un produit comme ça, qui est un produit qui a une croissance assez organique. Donc voilà, je pense que j'aimerais bien d'ici les 2-3 ans, on soit une dizaine sur le projet et qu'on ait des médias un peu partout. Ce serait incroyable, quoi. Plus derrière, on a des projets un peu transmédia, éventuellement monter un peu de contenu audiovisuel, des choses comme ça. Bon, ça reste des idées qu'on a, mais aujourd'hui avec nos moyens, c'est un peu compliqué. Donc, mais voilà, faut se projeter. Et je pense que c'est ce qui fait aussi avancer les choses, quoi. On va sur ces belles paroles et ces belles perspectives d'avenir. Je vais clôturer cette interview. Je te remercie Eh ben, écoute, merci à toi. de ton temps. Et puis, je mets tous les liens dans la description. Et puis, on va suivre le projet de très près. Merci Alexandre. Merci beaucoup, Johan. À bientôt. À bientôt.